pour ce nouveau café de l'INES, nous recevons Ange Ansour. Bonjour Ange. Bonjour Marc. Alors Ange, elle est la directrice et la fondatrice de l'AFPER. L'AFPER, c'est l'Association française pour l'éducation par la recherche, mais elle est mieux connue encore grâce aux Saventuriers, je pense. Une aventure qui date de 2013, quelque chose comme ça. Et nous, on s'est rencontrés en 2017 quand on a été amené à faire un rapport d'évaluation sur le projet Saventurier. Et on va voir ce qui s'est passé depuis lors. Donc, Ange, quelques mots sur l'histoire des Saventuriers. Bonjour Marc, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc Saventurier École de la Recherche, parce que c'est le nom Oui. officiel à rallonge, est né en 2013 en incubation à ce qui s'appelait à l'époque le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire qui est devenu le LPI depuis, à partir de quelque chose que j'ai développé moi-même en tant qu'instit. Parce que l'histoire, ça a commencé dans une classe de la banlieue parisienne, dans ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire. Elles ont eu des différentes appellations au cours du temps. Voilà. Et l'objectif, lorsque j'étais instit, c'était de comment je vais faire en sorte que mes élèves apprennent mieux. Donc il y avait un souci d'efficacité à la base. Et également, comment vont-ils mieux s'approprier leur métier d'élève, la place de l'école comme un lieu de savoir. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'enseignais, j'étais une jeune enseignante, que l'écrasante majorité de mes élèves, dans cette classe, mais par ailleurs, n'avaient aucune idée du lien qui existait entre la classe, l'école, et les autres lieux où on produisait les savoirs. C'était comme si les savoirs tombaient dans les manuels, on ne savait pas trop comment. Donc petit à petit, j'ai commencé à construire des projets en partenariat avec des chercheurs, des centres de recherche, pour qu'ils voient qu'il y ait la même chaîne depuis le chercheur dans son laboratoire à eux, en disant que nous sommes tous des travailleurs du savoir. Donc, à partir de ces expérimentations de classe, on a créé avec le CRI ce dispositif Saventurier qui est de proposer à des enseignants partout en France, de la maternelle jusqu'au lycée, de mener des projets de ce que nous appelons l'éducation par la recherche. C'est un mot un peu barbare qui ne signifie rien d'autre que de mener un projet en suivant les étapes cardinales d'un travail de recherche scientifique. Je me pose une question scientifique, je me renseigne dessus, je fais l'état de l'art, je développe mon protocole, je récolte des données, je les interprète, je les analyse, je les traite pour qu'elles se transforment en résultats, et ensuite, je publie. Je restitue selon des standards de restitution. Il y a une dizaine de thématiques qui sont majoritairement des sciences exactes, mais il y a également des sciences humaines et sociales. Les enseignants qui font un projet Saventurier peuvent prétendre normalement à des formations, de l'accompagnement, il y a des documents. Et pour les enseignants qui le souhaitent, un chercheur, un étudiant, un ingénieur, mentor de la classe, accompagne les élèves comme figure tutélaire, conseiller, exactement comme un directeur de recherche le fait avec ses stagiaires, au moment clé de la problématisation, de la validation des résultats et de la publication. Donc c'est un peu ça. Donc Saventurier est né au CRI. On a pris notre émancipation, notre envol, on est devenus des grands en 2022 sous l'égide de la FPER, et qui nous a permis également, en plus de l'activité scolaire de Saventurier, de développer un second programme éducatif d'intervention auprès des jeunes, toujours en appui sur cette méthode de l'éducation par la recherche, mais sur les temps extrascolaires, sur les temps de vacances des enfants, qui s'appellent les Science Camp. Voilà. Et donc, ce qui est particulier, c'est que bien sûr, on apprend des choses, des connaissances, mais ce qui est très particulier, c'est qu'on construit ces savoirs, et pas par la découverte comme ça, en y allant, mais par une approche très méthodique. On apprend aussi cette démarche, et donc, raison pour laquelle l'association s'appelle l'éducation par la recherche. Voilà. C'est bien ça. On a choisi le nom de cette association pour mettre l'accent sur cette approche pédagogique qui, en fait, le vocable qui a été appliqué à Saventurier lors de sa création, c'était de l'innovation pédagogique. J'ai toujours été méfiante. Moi, je voulais de l'efficacité. En tant qu'instit, être innovante ou pas, à la limite, c'est le dernier de mes soucis. Ce qui est important dans l'éthique de l'enseignant, c'est est-ce que mes élèves apprennent et est-ce qu'ils vont bien ? Grosso modo, si vous interrogez n'importe quel enseignant, ça va être la préoccupation première. Et les enseignants, je parlerai uniquement du contexte français, celui que je maîtrise le mieux, il y a énormément d'injonctions contradictoires
sur l'enseignement en général, mais plus particulièrement sur l'enseignement des sciences. On va dire, par exemple, il faut faire de la démarche d'investigation, sans trop expliciter qu'est-ce que c'est pour de vrai, qu'est-ce que c'est la démarche d'investigation en dehors de l'école, à l'école, quelle procédure. Il y a X définitions, X approches, mais au-delà des approches théoriques ou définitions didactiques très belles, qu'est-ce qui se passe dans la classe? Et il y a des approches plus fragmentées autour des notions, des attendus des programmes scolaires, où on a une infinie juxtaposition des savoirs, des connaisseurs, des calculs, etc., à faire programme élémentaire, collège, lycée. Il y a des outils qu'on met à disposition des enseignants, des manuels, des formations. Il y a plus particulièrement, si je mets encore le focus encore plus sur les enseignants du premier degré, que je connais le mieux, la Doxa dit, mais ils n'ont pas de formation initiale en sciences. Mais c'est le cas ailleurs. Je veux dire, je ne pense pas que les enseignants anglais, américains, japonais aient plus de formation scientifique initiale que les enseignants français. Donc il y a quelque chose qui relève de la formation continue et également de ces injonctions contradictoires. C'est l'idée de dire, les projets, les élèves, ça les motive, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'où on a créé, au début, lors de la création du projet Savantuer, on avait fait un modèle en 7-8 dimensions. C'était assez complexe, assez long, et c'est le moment où vous êtes intervenu. Oui, c'était vraiment la jeunesse du projet. On n'avait pas beaucoup d'études pédagogiques à l'époque, on faisait beaucoup d'expérimentation, parce qu'on a fait appel à l'INAS. En fait, on avait publié un appel à manifestation d'intérêt pour l'évaluation, et c'est vous qui avez répondu avec le projet le plus structuré. On manquait de... Tu pourras en parler après, des outils qu'on a créés, etc. Et on s'est rendu compte au fil des ans que ce modèle était quand même assez complexe. Donc aujourd'hui, on a mis un modèle en 5 dimensions, vraiment en disant la problématique, qu'elle soit créée en classe ou donnée par un acteur extérieur qui est le chercheur, toute la partie d'état de l'art. Et ça, je pense que c'est assez important. On ne me dit pas assez. Faire des sciences, c'est pas lancer les élèves sur des manips. C'est pas un élève silencieux qui ne dit rien et peut-être en activité cognitive, et un élève qui va faire plein de choses. Il fait des choses, il fait des procédures, il mène des tâches du point A au point B complètement, mais je ne sais pas quelle activité cognitive il met derrière. Et c'est ce qu'on voit après. Quand on leur demande ce qu'ils ont fait, ils ont un chipoté avec un tuyau. Voilà, ou il va même dire des mots, mais je ne sais pas. Et puis, dans le programme, donc voilà, on s'est dit, voilà... Et il y a comment... Je ne comprends pas pourquoi des chercheurs professionnels eux-mêmes ne se lancent pas, alors que ce sont des experts des savoirs, dans un truc sans qu'ils aient en amont un minimum de connaissances sur le sujet. Je ne vois pas en quoi nous ne sommes même pas des sachants experts, nos élèves encore moins, ils peuvent partir de zéro. Donc on a vraiment mis cette étape incontournable de l'état de l'art. Donc on lit en sciences, on regarde des vidéos, on apprend. On s'informe, on construit. On s'immerge, on dit 2-3 notions à connaître, une méthode. Ah, c'est comme ça qu'on fait ici, c'est comme ça qu'on pose les questions, c'est comme ça. Tout simplement, ça nous semble indispensable pour après vraiment faire l'enquête scientifique en tant que telle. Parce que comment ils vont imaginer des hypothèses à partir de quoi? C'est pas de la génération spontanée. Donc voilà. Donc cette étape de l'état de l'art est importante. Ensuite, il y a le protocole de recherche en tant que tel, qui implique, ça peut être de la modélisation, de la simulation, ça peut être de la collecte de données, ça peut être de la manip, comme on a l'imaginaire de la manip. Et ensuite, ils vont traiter les données. Voilà. Donc ça devient des résultats quand on les compare par rapport à la problématique, on les resitue. Et à nouveau, un moment final de restitution que je mets en écho par rapport à ce moment de l'état de l'art, c'est l'importance du langage. C'est-à-dire, on écrit, on produit une présentation à l'oral, donc on a fait des modèles, articles scientifiques, posters scientifiques, présentations, et toujours en prenant les canons de la recherche. Et ça, dès le premier degré. Dès le premier degré, on vraiment. Apprend à communiquer ces résultats. De manière standardisée. Pourquoi? Parce que vous-même, tu es chercheur, Marc, des étudiants, vous n'écrivez pas l'article scientifique n'importe comment. Et en fait, les élèves, dans le cadre scolaire, on leur demande des exercices assez complexes, notamment au second degré, du jour au lendemain. Ils doivent faire des dissertes, des commentaires de textes, de l'analyse de documents en histoire. Et nous, voilà, de plus Comme en plus... si c'était
bien naturel, quoi. Voilà, comme de Alors toute façon, c'est des exercices scolaires qui ne sont que des exercices scolaires qui imitent quand même. On leur apprend qu'il y a des écritures standardisées, grosso modo. Donc on s'est dit, nous, on leur a appris à lire, on va leur apprendre que en fait, l'écriture scientifique, elle a la réputation d'être difficile, mais de facto, elle est extrêmement facile. Parce qu'il n'y a pas la polysémie du langage qu'il y a dans le sens... On va essayer de l'éviter au maximum. Voilà, en fait, un concept scientifique, il ne veut pas dire 50 choses, il veut dire une chose. Une fois qu'on l'a compris, on l'a compris. Et il y a toujours la même forme. Je vais présenter ma problématique, je vais présenter mes sources, je vais présenter mes étapes, ma méthodologie, ma bibliographie, mes résultats. Je vais expliquer comment je les ai traités, quelles ont été les limites de ma recherche. Je vais faire une conclusion. C'est toujours comme ça. Qu'on soit en thèse, qu'on soit en premier degré, ça ne change pas. Avec plus ou moins de complexité, plus ou moins d'étapes. Mais on s'est dit, on leur donne une clé scolaire. J'apprends à lire, ça donne du sens, de la cohérence. On rappelle à chaque moment, les enseignants, comme ça, les élèves, ce n'est pas un projet où ils sont perdus dans les étapes. Plus ils le font, plus ils vont reconnaître. C'est toujours la même chose. Et ça m'aide à faire la part des choses entre les faits et l'interprétation des faits, exactement. À savoir où je retrouve les faits, où je retrouve comment les je interprétations. Construis aussi l'observation des faits, parce que à partir de mon état de l'art et de la problématique, je construis mon protocole. Donc, le fait lui-même est déjà... je mets, en fait, on comprend qu'en science, c'est un régime de vérité situé. Dans un contexte, avec ces données, dans ce périmètre, ça veut dire ça. Et ça permet aussi montrer qu'il y a des limites, des conditions d'application et que tout n'est pas absolu, c'est pas du noir ou du blanc, que c'est plus compliqué que cela. Et ça permet de sortir justement d'une approche dichotomique, un peu simpliste du Exactement. monde. Et c'est un bon entraînement au savoir scientifique comme comment dirais-je, un exercice de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y a une éthique, c'est pas de l'absolutisme, c'est pas non plus du scepticisme à la petite semaine. Voilà. Et donc voilà, les Science Camp, c'est s'aventurer, mais sur les campus universitaires, pendant les vacances scolaires. Donc on amène pendant les vacances des élèves qui sont plus des élèves, ils sont en congé, qui décident de venir sur un campus avec la participation des gens qui habitent habituellement ce campus, les chercheurs, pour, pendant une semaine, faire ce cheminement. Exactement. Oui. Donc pendant une semaine, on construit, nous, en amont de la semaine, avec les chercheurs du campus, une problématique scientifique. Ça peut être sur le climat et les solutions, ça peut être sur l'urbanisme, la géothermie, l'astrophysique. Les élèves, les jeunes, ça peut être des enfants ou des adolescents, viennent passer une semaine. Ils sont encadrés par des étudiants du campus formés à l'éducation par la recherche et qui sont des étudiants qui sont à l'aise avec ces questions scientifiques. Et ils font toutes les étapes. Et à la fin, la restitution se fait à l'oral, sous forme de soutenance devant un jury qui sont des membres de l'université. Et les objectifs sont de l'initiation, la familiarisation avec la recherche scientifique, la connaissance des campus, l'ouverture des possibles, se projeter dans ce métier d'élève qui peut aboutir à du métier d'étudiant et des débouchés professionnels, intellectuels, divers et variés. Donc on dépasse à la fois l'effet wow de la démonstration, où on va voir 2 heures un savant faire exploser un volcan, ou écouter une conférence. C'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Oui. Mais ça ne suffit pas. Et puis ce que tu viens de dire aussi, et qui me semble essentiel, c'est qu'on découvre un biotope. C'est-à-dire qu'on se dit, l'université, même quand on est au premier degré, c'est un endroit où on peut aller, où on peut rencontrer des gens, on peut leur parler. Ils sont accessibles, s'ils veulent bien faire un peu d'effort, ils sont accessibles et on peut échanger et puis on peut leur montrer des trucs. Exactement. Alors qu'on est tout novices dans l'affaire et qu'eux sont des spécialistes. Voilà, ils sont petits, même lorsqu'ils sont collégiens ou lycéens, c'est-à-dire qu'ils ont des 15, 16, 17 ans, ils sont quand même petits. Ils mangent au restaurant universitaire, ça c'est des grandes expériences, qu'ils mangent avec des adultes. Ils ont un rapport différent à l'adulte, il y a une découverte du monde des adultes qui passe aussi par leurs encadrants, les animateurs du camp qui sont des jeunes adultes, donc ils voient les étapes. C'est pas d'un côté il y a les profs et les parents dans une bulle et nous les petits. Donc il y a vraiment une progression. Et donc pour rendre tout cela accessible, parce que vraiment sur les campus, les Science Camp, c'est une expérience immersive totale dans ce biotope. J'adore ce terme. Merci Marc. Mais ça reste limité. Donc on a dit l'éducation par la recherche. On a vu, grâce au rapport d'évaluation, ça a quand même un effet bénéfique pour les élèves. Donc, on a voulu rendre accessible au plus grand nombre d'enseignants qui le souhaitent. Donc, on a rédigé un manuel avec mes 2 co-auteurs, Valentin Dulondel et Patrice Claire, que je remercie, tous les 2 exerçant à Creil. On a mobilisé 10 chercheurs
pour faire un manuel pour les 2 dernières années d'école élémentaire, les CM1 et CM2 dans le système français, à travers 10 missions pour 10 petits chercheurs, des apprentis chercheurs aux éditions de Nathan. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis à plat tous les programmes scolaires en sciences de CM1 et CM2. Il y a une infinité de notions. C'est impossible. Enfin, Oui, voilà, on ne peut pas faire le programme. Soit on le Oui, survole. on le balaye. On le balaye. Et donc, on a dit, on va leur donner une cohérence épistémologique. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des chercheurs pour dire qu'est-ce qui se marie bien ensemble pour que quand les élèves les apprennent, ça ait une cohésion interne et non pas une simple juxtaposition. Donc, on a travaillé un premier travail de cohésion épistémologique des savoirs ensemble. Non pas simplement mettre sciences de la vie d'un côté, robotique de l'autre. Voilà. Les élèves, pour eux, c'est des classifications faites par des sachants. Ce n'est pas des classifications d'élèves. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est rien, zéro. C'est des classifications dictatiques, ce n'est pas des classifications d'apprenants. Une organisation du monde pour adultes. Voilà, une organisation du monde pour adultes. Donc nous, on a parti de... comme si on avait ouvert la soute, et on a dit on va revenir et on va revoir quelle est la cohérence logique. Et on a créé 10 missions. Chaque chapitre est une mission, démarre par le mentor qui présente la problématique dans une vidéo qui est en ligne sur le site lea.fr. Et après, il y a toutes les étapes. Et on a créé tout un appareil également pédagogique. Pas que les sciences, les 5 étapes scientifiques que je viens d'énumérer de la problématique génération, mais il y a tous les gestes pour les enseignants. Comment j'étaye? Quelle est la différence entre expliciter et contextualiser? Comment vraiment on mutualise dans un travail d'équipe? Qu'est-ce que c'est restituer à la fin? On a mis tous ces outils. L'enseignant, il a un chapitre dans lequel il y a une introduction scientifique pour lui, qu'il peut lire et être à l'aise. C'est jamais très long, c'est quelques petites pages. La vidéo, elle est tout aussi éclairante pour l'enseignant que pour l'élève. Et pour les élèves, tous les supports pour faire un projet scientifique. Je vous donne un exemple. Il y a quand même des notions complexes de mouvement, de gravité au CM1, CM2, alors qu'il n'y a pas l'expression mathématique et physique. On a travaillé avec un chercheur, Joël Chevrier, autour de ça. On a dit, voilà, on va les introduire à la notion de réplicabilité et on va répliquer Galilée. Donc, on va travailler comme ça. Donc, ils ont fait de l'histoire des sciences, ils ont fait de la manip, ils ont fait plein de choses. Donc, comme ça. Donc, voilà, c'est le manuel. Il sera disponible le 30 mai. 30 mai. Et peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi quand on s'est rencontré avec Émilie Carozin notamment, on a aussi réfléchi à comment faire d'avoir une approche métacognitive, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait ce qu'on a fait et se rappeler de ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette fameuse carte des pirates, si je me souviens bien, avec toutes les étapes, carte de navigation, où on essayait de pouvoir revenir à ce qu'on a fait, situer la démarche, voir où on en est. Et donc, c'est finalement, on le disait, c'est très structuré, mais c'est aussi une façon de réfléchir a posteriori sur ce qu'on a fait, et pas simplement faire pour faire. Non, c'est-à-dire que les élèves, ça leur permet d'avoir un étayage, comme je dirais, un support mémoriel pour garder en mémoire les étapes de travail, mais c'est également un support méthodologique. C'est-à-dire que c'est pas au hasard. On ne va pas de telle étape parce que c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une logique interne. Et donc, ils se rendent compte qu'effectivement, ce que tu appelles de la métacognition, c'est acquérir et routiniser des méthodes qu'ils peuvent réexploiter tout en sachant où est-ce qu'ils sont. Et ça, c'est vrai que grâce à cet outil méthodologique du kit de navigation qu'on a créé, qui est disponible en ligne sur le site des Aventuriers pour tout le monde, tous nos outils sont disponibles en ligne, permet aux enseignants d'être sur cette ligne de crête très fine entre un enseignement explicite et l'aventure d'un projet de recherche. Tout à fait. Bien, merci pour cette présentation. Donc, on peut retrouver toutes les informations en dessous de l'écran, en dessous de la vidéo. Donc, les références du manuel qui paraît chez Nathan, l'adresse internet de l'AFPER, voilà, des aventuriers et puis des travaux qui ont été réalisés, y compris le rapport qu'on a eu le plaisir de faire. Mais merci en tout cas pour cette présentation. Merci à toi, Marc.